un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Comment vas-tu? Bon, ça va pas mal. Eh bien, devant tant d'enthousiasme, je tenais d'abord à rappeler un peu ce qu'était la Zone Libre. C'est un média citoyen qui essaie de faire intervenir des experts pour des conférences sur un peu tous les sujets. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez envie de voir traiter un sujet de fond en comble. Et sinon, on traite de l'actualité en essayant d'y donner un petit regard frais et en vous donnant un petit résumé de la presse que l'on lit quotidiennement. N'est-ce pas, Flavie? Tout à fait. C'est tout à fait le but de cette revue de presse. Que tu vas un peu mener ce soir, David, parce que tu es plus en forme que moi. Moi, je me remets difficilement d'une grippe saisonnière là, qui, généralement, je suis jamais malade, mais là, ça m'a bien attaqué. Écoutez, la santé d'abord, madame. Alors, malheureusement, quand on parle d'actualité dans le monde contemporain, je me demande si ça va être comme ça pour les 4 prochaines années, on parle d'une personne. On parle de Trump qui, on ne peut pas lui enlever, a quand même réussi à complètement absorber le discours médiatique. On parle matin, midi, soir du cher ami. Et, parlons de choses graves et internationales immédiatement, il a parlé de Gaza. Et il a parlé de Gaza d'une façon un peu originale. C'est un magnat du BTP et après les investissements israéliens en BTP, il fait une proposition constructive, mais peut-être très maladroite, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Il propose d'enlever les populations gazaouites pour amorcer un immense programme de reconstruction avec des logements très, très sexy, très, comment dire, très luxueux. Il veut complètement transformer Gaza. J'avoue que, connaissant le personnage, on ne sait pas si c'est pour plaisanter. Je ne sais pas comment tu vois l'idée. Est-ce que tu vois Gaza se transformer en ville balnéaire? Bah, c'est vrai qu'à entendre comme ça, c'est assez choquant, en fait. C'est assez radical et c'est assez gênant. D'ailleurs, je ne sais pas quel était le projet au bout du canardage de Gaza. Hein, finalement, on passe de ça au canardage à ce projet-là, donc c'est quand même un peu dérangeant. On embarquait des Israéliens dans un bateau au large de Gaza pour montrer Gaza de loin, avec des lumières, pour leur montrer que c'était leur nouvelle Riviera. Donc c'est peut-être un projet qui date pas d'hier. Voilà. Donc bon, c'est un peu dérangeant. La citation exacte, si on tente la traduction, c'est « Laissez-nous gérer le coin, au moins ce ne sera pas israélien et on fera un truc propre ». De toute façon, du côté israélien, je ne sais pas ce que tu appelles propre, mais c'est vrai que... Non, mais l'idée de cette phrase, c'est de dire on ne va pas laisser le Gaza géré par les Israéliens et les Américains promettent de reconstruire et de rendre ça plus salubre. Parce que un des problèmes, quand même, c'est les conditions de vie extrêmement difficiles des Gazaouis, qui manquent d'eau, d'électricité, qui sont extrêmement nombreux. C'est une des densités de population les plus élevées au monde. On est face à une crise humanitaire assez grave en plus. Les approvisionnements en nourriture et en médicaments ne sont pas tout à fait au beau fixe. Je sais pas. Je trouve ça très incongru et peut-être trop décalé de parler comme un constructeur estival, enfin de logement estival, vu la gravité de la situation gazaoui. En plus, il ouvre quand même un sujet difficile qui est le mouvement des populations, car pour construire, il propose le déplacement des Gazaouis vers l'Égypte, la Jordanie et les pays voisins. Ça semble en tout cas très très mal perçu dans le monde arabe. Bah, c'est assez inévitable. Je trouve d'ailleurs, pour l'instant, je ne sais pas si... pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions très fortes. L'Égypte a dit quand même que le soutien israélien au plan Trump menace les négociations sur Gaza. Évidemment qu'il y a un soutien israélien à ce plan, ça c'est sûr. Je sais pas, je trouve ça assez incroyable. Mais bon. C'est peut-être un des avantages du style Trump, si on veut prendre les choses dans un sens particulier,
c'est qu'il dit tellement de choses qui nous paraissent incongrues que ça ne fait plus tellement réagir, en fait. Après, on ne sait jamais avec le personnage si ça fait partie de sa stratégie de négociation, en allant dans l'extrême pour finalement négocier moins, en allant dans l'extravagance pour cacher ses stratégies, car c'est un homme qui, quand même, s'est reconnu internationalement par les spécialistes, a des stratégies, a des visions, et en réalité est tout à fait intelligent. Je ne sais pas. En tout cas, le nuage de guerre que produit le personnage comme un mufle qui soulève la poussière est assez efficace. En même temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faudra régler la question de ces territoires qui, de toute façon... Est-ce que c'est aux États-Unis de le régler? Bah, ils ont l'habitude de faire, de régler la région. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui voulait justement remettre en question les ingérences qui étaient plutôt du côté démocrate américain de toutes ces dernières décennies, commence un petit peu en fanfare. Oui, en tout cas, c'est encore une situation très complexe. On ne va pas régler le conflit en quelques temps. Je tiens à souligner néanmoins que le paysage politique israélien pourrait changer parce que Netanyahou, en décembre dernier, s'est fait opérer de la prostate, une opération assez lourde. Et c'est quelqu'un qui a une santé quand même, qui est un peu en bout de course en termes de santé. On ne souhaite rien de négatif à qui que ce soit, mais on voit quand même que Netanyahou, s'il arrive, si c'est un magicien à se maintenir au pouvoir, ne pourra peut-être pas plus exercer des fonctions politiques prochainement, ou en tout cas dans les quelques années qui viennent. Les choses bougent, en tout cas dans la région. Ce qu'on peut au moins reconnaître à Trump, c'est peut-être en bon communicant, mais aussi en agissant, il semble quand même changer beaucoup de lignes sur la planète. D'ailleurs, je me permets une petite transition. Récemment, il s'est exprimé contre les BRICS en disant que tous les pays qui diminueront leur usage du dollar seront face à des sanctions douanières. Bon, le personnage agit sur tous les terrains. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher d'un point de vue américain, c'est peut-être de vouloir prendre de front trop de dossiers et peut-être se planter sur trop de dossiers. Il ferait peut-être mieux de restreindre son action et menacer les 3/4 de la planète n'est peut-être pas une bonne stratégie. Je ne sais pas comment tu vois cette menace des BRICS. J'étais toujours en train de réfléchir un peu sur Gaza, je suis désolée. La menace des BRICS, c'est une menace. C'est les rapports de force dans le monde qui commencent à devenir beaucoup plus complexes, beaucoup plus équilibrés. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est très difficile à dire parce que c'est le genre d'engagement qui... Équilibré, je veux dire, plus vaste en tout cas en termes de rapports de force. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un des problèmes de la politique, d'une politique de cet ordre-là, c'est que les conséquences seront probablement visibles que dans 10 ans. Bon, ça dépend effectivement des cas, mais on a des grands mouvements de balancier qui s'amorcent, et il est très difficile de savoir les conséquences de ça. Bon, voilà, je voulais noter que assez agressivement, Trump avait attaqué les BRICS, tout en expulsant un certain nombre de ressortissants de ces pays. Je voulais faire un petit bilan sur la politique des expulsions, parce que pour le moment, bon, vous allez me dire, ça fait 2 semaines, mais il a bel et bien mobilisé l'armée à la frontière. Il a réussi à faire reprendre quelques ressortissants, mais on est à quelques milliers de personnes qui se sont fait expulser. Colombie, l'Inde, des Indiens, une centaine d'Indiens a été rapatriés avant la venue de la visite, avant la visite de Moody, qui est censé rencontrer Trump prochainement. Et Trump a déjà déclaré qu'il voulait que les Indiens achètent énormément de matériel militaire, ils fassent des affaires. On a toujours cette intrication. On voit quand même que chez Trump, il y a une vision principalement business, quoi. C'est quelqu'un qui vient, qui a une focalisation sur les expulsions et l'économie. C'est un businessman. C'est quelqu'un qui veut que les États-Unis aient des contrats. Bon, il y a aussi le volet sur la réindustrialisation et les tarifs, donc la production locale et la demande d'investissement étranger. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à considérer ça comme sérieux, tant ça part dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vrai que pour revenir à Gaza, parce que j'ai lu que Shimon Peres, dès des années 90, la fin des années 90, voulait transformer Gaza en Singapour du Moyen-Orient. Donc en fait, je découvre que c'est un vieux projet, donc un projet business, qui donc doit beaucoup plaire à Trump en effet, mais c'est un vieux projet israélien. Bon, le porte-parole du Hamas a réagi en appelant un sommet arabe en réaction. Il a promis que les Palestiniens seraient relogés dans des logements extrêmement décents dans la région. Je ne sais pas ce qu'il entend par la région. Très bien. On est revenu sur notre premier sujet, après en avoir traité 2.
Donc, retournons sur notre troisième sujet. Après, peut-être qu'on repassera sur le deuxième, puis sur le troisième une troisième fois. Qu'est-ce que tu penses de ces expulsions et comment est-ce que tu prends au sérieux les déclarations de Trump sur sa politique d'expulsion et de contrôle de l'immigration? De toute façon, ça c'est une question assez générale. Je pense que c'est une demande, c'est comme en Europe, hein, c'est une demande de la population, donc c'est un jeu démocratique. Je pense que c'est aussi sa conviction à lui, et qu'en effet, il ne faut plus subir les passages, mais en tout cas les gérer, les choisir. Donc, c'est même pas, à la limite, on aurait décidé d'avoir une immigration de masse, mais au moins, disons, en le choisissant, mais là, on subit, donc une immigration illégale. Ceci dit, je pense que c'est faussement subi, puisque on est obligé de tenir un discours de régulation, et en réalité, on laisse faire l'immigration illégale. Moi, je pense, mais j'ai un mauvais esprit, parce que c'est une façon en tout cas pour les politiciens qui sont pour l'immigration de masse, pour des raisons différentes, économiques ou idéologiques, c'est une façon de dire, on fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. En tout cas, là, on constate quand même qu'on a un personnage qui a les deux chambres et qui a été très bien élu, le président le mieux élu depuis 50 ans, depuis une quarantaine, 40, 50 ans, et qui normalement devrait avoir les moyens de sa politique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il il a pu renvoyer 1000 personnes. Par contre, soulignons-le, sa réussite serait éventuellement qu'il a diminué, selon le ministre, enfin le secrétaire s'occupant de l'immigration, il a réussi à diminuer les entrées sur le territoire de 93%, 93% donc, ce qui est plutôt une réussite. Par contre, il prétendait qu'il allait renvoyer 11 millions de personnes, on en est à un petit millier. Bon, peut-être que c'est le début, mais quel est l'obstacle qu'il a rencontré principalement? Bon, je pense que si tu veux faire ça correctement, sans alerter la population sur des comportements inhumains, c'est assez difficile de renvoyer chez eux des personnes qui sont sur le territoire. Je crois quand même qu'on est en 2025 et qu'on n'est plus dans les années 30. On ne déplace pas les gens comme avant. Je crois que malheureusement, ça se fait quand même plus difficilement. Ça doit se faire dans des bonnes conditions et que c'est relativement coûteux. Donc, je ne sais pas, la question que j'ai envie de te poser, Flavie, c'est est-ce que ces 11 millions de personnes sont réellement déportables? De toute façon, c'est très compliqué, puisque à partir du moment où on déporte, il y a toujours une notion de contrainte physique qui peut être assimilée. Quelle est la limite entre la contrainte physique et la violence? Donc, de toute façon, ça, c'est quelque chose, en effet, de compliqué à gérer. En termes politiques, en termes de communicationnel. Ceci dit, je vois aussi qu'il a décidé de sortir du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc, est-ce que c'est aussi par rapport aux politiques d'immigration, et suspend aussi, a priori, les financements à l'UNRWA, enfin, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et dans la même veine, donc il est déjà parti de l'OMS, et il n'est pas sûr qu'il reste à l'UNESCO, parce que toutes ces agences, selon lui, démontrent des biais anti-américains. Bon, pour l'UNESCO, il faudrait quand même admettre que vu la dette des Américains, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie d'effacer leur ardoise. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. C'est assez amusant de voir des institutions internationales plus ou moins créées par l'hégémonie américaine et qui sont maintenant lâchées par celle-ci. C'est assez troublant. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais je trouve que le monde change trop vite pour moi. Je suis trop vieux, je ne comprends plus ce qui se passe. Mais c'est vrai que, disons qu'elles ont été créées, ces agences, à la fin de la guerre par les vainqueurs, certes, mais c'est vrai qu'avec le temps et avec le système intergouvernemental, c'est-à-dire un pays, une voix, on peut bien imaginer que les votes ne sont pas toujours pro-américains. D'ailleurs, à l'UNESCO, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que la conférence générale a voté l'intégration à l'UNESCO de la Palestine comme État membre. Et c'est suite à ce vote que les États-Unis se sont retirés de l'organisation pour la seconde fois, puisque c'était déjà retiré dans les années 80-90 suite à une demande des pays du Sud d'un nouvel ordre mondial médiatique. Donc ils ne sont pas retirés officiellement à cause de ça. Officiellement, c'est pour des raisons budgétaires, mais on avait bien compris que c'était quand même très très lié
ces demandes idéologiques des pays du Sud. Et donc voilà, donc un pays une voix, ça a donné un vote en faveur de l'intégration de la Palestine. Donc voilà, donc ils sont retirés avec Israël, le Canada, l'Australie, je ne sais plus très bien. Donc oui, Trump acte tout ça, c'est des tiraillements qui ont lieu depuis longtemps. Peut-être les États-Unis ne trouvent plus leur compte d'une agence qu'ils ont créée, des agences qu'ils ont créées. En tout cas, à minima, on peut quand même admettre que l'Empire américain, qui nous vendait la liberté par l'ONU, le droit d'expression des peuples, se retrouve en fait à admettre qu'elle utilisait ces instances pour ses propres intérêts et qu'elle les quitte maintenant pour la même chose, ses propres intérêts. En termes d'image du camp de la liberté, c'est peut-être négatif. Ah, extraordinaire. Ils avaient un impact sur beaucoup de pays avant qu'ils ont perdu. Sur les pays d'Amérique latine, par exemple. Et bon, on ne va pas refaire toute la géopolitique de ces dernières décennies, mais en tout cas, oui, certainement, les Nations Unies ne sont plus... c'est un endroit qui remet en cause l'hégémonie américaine, alors surtout avec ce qui s'est passé en Israël ces derniers mois aussi, ça a un peu activé les choses, puisque le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, s'est exprimé donc, de nombreuses reprises sur la situation, et pas en faveur forcément d'Israël. Bon voilà, en tout cas, les changements du monde sont massifs et rapides, on a du mal à les comprendre. En tout cas, on essaye, on lira vos commentaires si vous avez des idées, des interprétations et vous pouvez nous aider à comprendre le monde, faites-nous part de vos commentaires. Notons, je voulais finir sur une note plus légère avant d'aller vers tes sujets, Flavie. Avant d'aller vers tes sujets, il y a une trend de TikTok et Insta sur la surprise des New-Yorkais de voir un New York avec moins de sans-abri, plus propre, moins de drogue. On est particulièrement... en tout cas, ça se fait sur un ton assez jovial et de véritables surprises. Bon, ça reste... il est difficile de savoir si c'est représentatif pleinement. En tout cas, les New-Yorkais se baladent dans des endroits qui avant étaient mal famés, entre guillemets, et font des vidéos simplement pour dire « Mais regardez, c'est propre. Que se passe-t-il ?» Donc le monde, c'est un peu ce qui me fait dire quand même que peut-être que Trump, ou en tout cas sa suite, est là pour un petit temps. Même les villes les plus démocrates sont quand même obligées de voir les effets, entre guillemets, positifs de sa politique, et dans un laps de temps extrêmement, extrêmement court. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, quel est le maire de New York aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que pourquoi de tels progrès? Qu'en est-il aussi de ces vagues de migrants très importantes qui arrivent à New York? Apparemment, ça s'est réglé. Mm-hmm. Apparemment, il y a effectivement, et c'est un truc à souligner, après les déclarations du maire, qui a quand même été plutôt en soutien de la politique de Trump, on a un record à New York, vu qu'on vient de vivre 5 jours sans violence par arme à feu. On espère que chaque jour qui passe est un nouveau record. Donc je tiens à applaudir et saluer les New-Yorkais. C'est vrai que le maire de New York était quand même impliqué dans des affaires de corruption. Enfin, tout ça n'était pas très bien parti. Donc, c'était un sujet à creuser. Bien. Et bon, moi j'ai terminé mes petits sujets. J'essaie de faire. Je lis principalement Reuters, c'est les grandes agences de presse anglo-saxonnes, pour vous faire un petit peu l'actualité. Flavie, toi, tes sujets? J'avais des sujets dans la lignée des tiens, c'est-à-dire on peut revenir sur le fait qu'Elon Musk vient d'annoncer la fermeture de l'USAID, je ne sais pas comment ça se prononce, l'agence des États-Unis pour le développement international. Alors, Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce qu'est l'USAID et son action, s'il te plaît? C'était une agence de développement, on peut comparer à l'agence française de développement. Et donc, une agence de développement, mais qui avait aussi, alors que certains accusent d'être une sorte d'émanation de la CIA, mais dans ce cas-là... Est-ce que c'est pas ce qu'a dit le nouveau ministre de la Santé, oui, Kennedy? C'est ce qu'a dit Robert Kennedy Jr., il dit que c'est une facette de la CIA, et que, par exemple, c'est une agence qui a, entre autres, provoqué de nombreux, je dirais, soubresauts politiques en faveur des États-Unis dans différentes parties du monde, comme les émeutes en Ukraine, par exemple, ces dernières années.
2014 ou plus récemment. Et donc, ça fait partie de ces nombreuses agences américaines qui sont un petit peu des émanations, un peu des couvertures, je dirais, de la CIA. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi Freedom House, NED, National Endowment for Democracy. Elles sont assez nombreuses et c'est vrai qu'elles ont des activités officiellement, je dirais, d'aide au développement. Mais elles ont aussi des démarches idéologiques et géopolitiques. Alors, la démarche de Trump, c'est de ne plus avoir cet impact, je dirais, idéologique dans le monde, puisque, comme tu disais, que lui est davantage business, lui, je pense qu'il veut mettre la pédale douce sur peut-être aussi, c'est des agences aussi qui, comment dire, développent beaucoup de problèmes idéologiques tels que tout ce qui peut être lié au wokisme, un discours qu'on connaît par cœur, qui est l'aide aux minorités, l'aide à la migration en général,